Dans les questions que moi je me suis toujours posées dans mon exercice professionnel, c'est est-ce qu'on utilise les bons mots? Et est-ce qu'on utilise les bons mots entre nous et avec nos patients? Entre professionnels, on utilise énormément les mots dénutrition et amaigrissement et on a tendance à les utiliser avec nos patients. Et je suis actuellement pas sûr que ce soit des mots si bons que ça. Entre professionnels, on se comprend, et ces mots-là sont clairs pour nous, ils ont une signification propre avec des définitions. Mais nos patients, eux, ils évoluent dans un environnement qui est un peu différent. Et quand on leur parle de dénutrition, je ne suis pas sûr que ça fasse sens. Pourquoi? Parce que dénutrition, ça renvoie à la maigreur d'abord. Et cette maigreur, elle ne renvoie pas à notre actualité et à notre périmètre géographique. On vit depuis quelques années une explosion de l'obésité, et la dénutrition, elle puise son imaginaire dans la traditionnelle photo de l'enfant noir dénutri vivant dans une contrée où il y a de la famine. Donc ça nous amène vers un ailleurs, c'est pas chez nous. La dénutrition, ça ramène aussi à la déportation, les camps de concentration. Et ça, c'est pas le présent, c'est le passé. Donc la dénutrition n'est pas forcément quelque chose qui fait sens énormément chez nous. Pareil pour le mot amaigrissement. Dans un monde où le danger principal, c'est l'obésité, l'amaigrissement, c'est le Graal. C'est ce qu'on veut obtenir. C'est un mot foncièrement positif dans notre société. Même plus que l'amaigrissement, carrément la minceur et la maigreur sont des mots extrêmement positifs, c'est les états qu'on devrait atteindre. C'est quelque chose qui a énormément touché l'univers visuel et l'imaginaire des femmes pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que ces dernières années on doive même en passer par des lois dans certains états pour interdire des photos ou des images de mannequins trop maigres. Cette minceur, elle se déporte maintenant aussi dans l'univers plus masculin. Dans les années 80, on voyait ces hommes bodybuildés. Quand vous regardez maintenant ce qui est vanté par la publicité, en particulier la publicité du sport d'extérieur, on vous parle d'un corps sec. D'ailleurs, c'est un terme, séché, être sec, être affûté. Donc on valorise ce côté saillant, ce côté mince, voire même un peu maigre. Alors, quand vous êtes professionnel et que vous demandez à un patient de se mobiliser contre la dénutrition, eh bien, ça ne fait pas sens parce que ça ne le concerne pas. Et quand vous lui demandez de se mobiliser contre l'amaigrissement, c'est presque comme si vous lui demandiez de se mobiliser contre l'écologie. C'est quelque chose qu'on veut trop atteindre pour pouvoir s'en détourner. Le dernier problème que ça pose, mon propos, c'est de dire si on n'utilise pas dénutrition ou amaigrissement, alors que c'est les mots que nous on utilise en tant que professionnels, est-ce que c'est à nous professionnels d'enlever ce mot qui fait pas sens pour le patient, ou est-ce qu'on doit l'amener à s'approprier ce mot? Moi, avec mes patients, j'ai tendance à parler de fonte musculaire, de perte de muscle. Parce que dans un monde où on valorise le muscle, perdre du muscle ne peut jamais être positif. Donc ça va amener une mobilisation intéressante du patient. Personne ne veut perdre des forces, perdre de l'endurance. Et tout ça, c'est un enjeu extrêmement important sur le plan médiatique. Quel mot utiliser? Et je reprendrai la phrase finalement d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur à ce monde ». Et c'est vrai. À partir du moment où on ne prendra pas des mots qui font sens pour tous, qui soient suffisamment précis pour les professionnels et suffisamment intellectualisables pour les patients, on aura tout faux. Et l'enjeu, il est aussi des fois dans la simple sémantique des mots qu'on utilise. Nous, en tant que nutritionnistes, on cherche toujours à ce que le malade soit pesé régulièrement pour pouvoir avoir une cinétique de sa perte de poids ou de sa reprise de poids. Et souvent,
souvent on s'aperçoit que dans les services, tous les patients ne sont pas pesés autant qu'on le voudrait. Pour un infirmier ou un aide-soignant, cette tâche très répétitive de peser le malade, inscrire un poids, si elle ne s'inscrit pas dans une compréhension de ce que va provoquer la dénutrition, et si elle ne s'inscrit pas derrière dans une stratégie bien faite, eh ben, c'est une mesure pour une mesure. Et personne n'aime faire du reporting qui jugerait abusif. Donc, pour que votre patient soit pesé, il faut d'abord que votre équipe sache ce qu'est la dénutrition et ce qu'elle va produire. Moi, j'utilise des exemples relativement simples dans les équipes. Je leur dis, un patient qui perd du poids, c'est un patient qui a des complications de sa chirurgie, c'est un patient qui fait des infections, c'est un patient qui perd des forces, donc que vous allez devoir stimuler, que vous allez devoir plus accompagner, que vous allez devoir mobiliser là où il se mobilisait tout seul avant. C'est aussi un patient qui ne sort pas de l'hôpital. C'est un patient qui s'affaiblit pendant son séjour. Ça devient un séjour nosocomial. C'est-à-dire que ce qui était censé guérir, venir à l'hôpital, provoque l'amaigrissement. À partir du moment où vous dites ça à un soignant, il commence à se saisir de ça. Et puis derrière, il faut que, dans la pratique, on apporte une solution. On dit, s'il y a tant de perte de poids, il y a enrichissement des plateaux repas, il y a mise en place de compléments nutritionnels oraux, il y a passage d'un diététicien ou d'un médecin nutritionniste, jusqu'à des stratégies qui peuvent être plus importantes encore. On peut aller jusqu'à la nutrition artificielle. Mais voilà, il faut que ça ait du sens, et il faut que ça s'inscrive dans une stratégie. Il y a un déficit très important de la formation, et en particulier de la formation initiale des soignants. Or, ça a bien été prouvé, la formation initiale, elle est très impactante dans les pratiques futures. Et plus vous faites tôt une formation à une technique, ou à un mode de raisonnement, ou un mode de communication, et plus il s'approprie rapidement. Actuellement, cette formation, elle est relativement faible la plupart du temps. Et elle n'est en tout cas pas du tout à la mesure de ce qu'elle devrait être, puisque la dénutrition, c'est la deuxième comorbidité intra-hospitalière après l'hypertension. Donc en termes de charge de travail, on a une totale décorrélation entre ce que les gens devraient savoir faire, surtout par rapport à l'impact que la dénutrition a sur le devenir des malades, et puis la formation qu'ils ont faite à côté. Il y a des hôpitaux où la culture nutritionnelle est déjà bien implantée, et il y en a d'autres où les équipes de nutrition font face à une absence totale de culture. C'est-à-dire que l'impact de la dénutrition, les besoins de dépister et de prendre en charge, c'est la dernière roue du carrosse. On ne s'en préoccupe pas tellement. C'est très minimisé. C'est minimisé parce que la dénutrition, au départ, ça provoque très peu de symptômes. Et ça, c'est un problème. Ça provoque très peu de symptômes, ça s'installe relativement insidieusement, et puis, quand on observe le malade, il y a des choses qui peuvent être contre-intuitives. Par exemple, quand on parle de dénutrition, se dénourrir. Personne ne se nourrit négativement. Tout le monde mange quasiment. Même ceux qui se dénutrissent, la plupart du temps, continuent de manger. Donc quand vous leur dites « vous êtes en train de vous dénutrir », ils vous disent « mais moi je mange ». Sans arriver à voir que oui, il mange, mais moins que ce qu'il dépense, que donc il génère un delta négatif, et que c'est ça qui les fait fondre sur le plan musculaire. Mais le patient, lui, il appréhende difficilement sa dépense énergétique. Lui, ce qu'il voit, c'est ses apports. Donc, sauf s'il mange zéro, ce qui généralement inquiète assez vite, il mange moins que d'habitude, c'est déjà dangereux, mais ça semble pas si grave pour lui, parce qu'il mange encore. Et donc quand on interroge nos confrères qui ont peu de culture nutritionnelle, et qu'on leur dit « ton patient se dénutrit », ils ont tendance à nous répondre « oui, mais il mange encore ». Et on a envie de leur répondre « oui, mais à la veille de sa mort, il mangera probablement encore un tout petit peu ». Et c'est pas pour autant qu'il ne se sera pas dénutri. Depuis quelques années quand même, un certain nombre d'informations commencent à faire sens
auprès des soignants qui commencent à s'approprier des nouvelles notions. En particulier, tout ce qui est masse musculaire par opposition à la masse grasse. Il est clair qu'en pratique courante, on a une balance. Et la balance, elle donne un poids qui ne permet pas de préjuger de la répartition masse musculaire, masse grasse. Mais avec la médiatisation de l'obésité et des super-obésités, des obésités très sévères, on a commencé à comprendre qu'on pouvait prendre énormément de masse grasse de façon décorrélée de la masse musculaire. À l'opposé, depuis les années 80 et l'essor du bodybuilding, le personnage de Schwarzenegger, qui est une icône en la matière, on a vu apparaître des corps lourds de masse musculaire. Et donc aujourd'hui, une majorité de soignants fait instinctuellement ce distinguo entre masse grasse, masse musculaire chez un même patient. Et on commence à avoir, et ça c'est très positif, des soignants qui disent « Tiens, j'ai en face de moi un obèse pas si musclé que ça ». Et beaucoup de gens ont bien compris maintenant que tout pouvait exister, qu'on pouvait avoir à la fois les inconvénients d'une masse grasse trop élevée, et de l'autre côté, tous les inconvénients d'une faible masse musculaire. Le problème actuel, c'est que maintenant qu'on arrive à le penser, on n'arrive pas encore à le mesurer. Parce que ce qu'on a comme outil, malheureusement, c'est toujours que la balance. Il existe des outils pour distinguer masse grasse et masse musculaire, mais ils ne sont pas encore du domaine de la routine.